Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Les élections brésiliennes se sont terminées le 30 octobre par la victoire d'un cheveu du président, l'ex-président Lula, donc qui va donc entamer un nouveau mandat le 1er janvier 2023. Nous avions parlé entre les deux tours des perspectives de ce rendez-vous électoral avec Gesualdo Farias, qui est brésilien, qui est ancien recteur de l'université de Ceará et ancien secrétaire d'État aux universités. Et nous nous retrouvons avec lui aujourd'hui pour faire le bilan de cette élection, donc, qui a été une élection extrêmement serrée, et voir quelles sont les perspectives pour demain. Donc, Gesualdo, bom dia. Bonjour. Vamos a empezar por o resultado da eleição. Como se pode entender esse resultado que foi muito apertado, muito mais que o que dizia outra vez os sondeios, as pesquisas. Et donc, Gesualdo, bienvenue. Première question, on va faire un peu une analyse du résultat qui a été extrêmement serré. Donc, 49-1 pour le vaincu, le président sortant Jair Bolsonaro, 50,9 pour le vainqueur Lula, c'est-à-dire beaucoup plus pour le vaincu, beaucoup moins pour le vainqueur de ce que laissaient présager les sondeurs. Como compreender este resultado que dá Brasil dividido quase em duas partes? Bem, primeiro, é importante compreender que o presidente Bolsonaro foi o primeiro presidente a pleitear a reeleição e sair derrotado. Premier constat, Jair Bolsonaro est le premier président de l'histoire électorale du Brésil récent, président sortant, à se représenter et à ne pas réussir à être réélu. Houve, durante os 2 meses que antecederam a eleição, um movimento muito agressivo do governo para modificar a legislação e poder gastar bilhões de reais para poder viabilizar a vitória do Bolsonaro. Aumentando auxílio. Vou citar aqui as medidas. Bon, ce qu'il faut noter, c'est que 2 mois avant les élections, le gouvernement a actionné tous les moyens qui étaient à sa disposition pour changer le résultat, en particulier des moyens financiers que je vais préciser. Oui. Esses recursos extraordinários que foram aprovados para se gastar na campanha foram recursos acima do teto constitucional. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que les moyens financiers mobilisés par le gouvernement sont inconstitutionnels, ont dépassé le plafond des dépenses autorisées par la Constitution. Por isso, ele modificou a legislação para poder gastar esses recursos. Et donc, ils ont été obligés de modifier la loi pour avoir une couverture légale leur permettant donc de distribuer de l'argent aux électeurs. No entanto, há entendimento no meio jurídico que alterações no ano eleitoral só deveriam vigorar nas eleições seguintes, a partir do outro ano. Nenhum presidente poderia fazer alterações na legislação para poder se beneficiar na eleição que está ocorrendo. Bon, ce qu'il faut noter, c'est qu'aucun président n'a la possibilité, d'après la loi, d'après la Constitution, de faire voter des mesures financières
dont il peut bénéficier à l'occasion d'un rendez-vous électoral. Il peut les faire voter, mais avec une mise à application ultérieure, après l'élection. Então, as principais medidas para favorecer a eleição do presidente Bolsonaro foram, primeiro, ele editou um decreto que possibilita a liberação de 5,6 bilhões de reais para as emendas dos deputados, que favorecem diretamente os deputados para que eles possam aplicar esse dinheiro nas suas bases. Donc il y a eu durante o período eleitoral. Deux voies qui ont été suivies par le président sortant. La première ligne budgétaire était une ligne budgétaire en direction des élus, afin qu'ils votent ce que souhaitait le président, qu'il lui donne les moyens légaux de pouvoir verser donc, de l'argent aux électeurs. Et uma pergunta, este dinheiro, a que serviu este dinheiro? Para diretamente aos deputados? Aos municípios, vai para os deputados. Nós estamos falando em torno de 1 bilhão de euros, que vai para os deputados, que distribuem para os prefeitos, poder atender. São os deputados depois que dão aos prefeitos para que seja distribuído nas suas bases. Alors c'est un argent qui a été versé aux députés, une cagnotte qui leur a été donnée afin qu'eux-mêmes le redistribuent dans leur circonscription aux maires et aux municipalités. Para atender às demandas municipais. Oui, de façon à répondre à différentes attentes et demandes des municipalités. E uma medida de grande impacto foi o aumento no Auxílio Brasil de 400 para 600 reais. Sim, 40%. Durante o período eleitoral, vigorando até dezembro. Et alors, pendant la période électorale, donc pendant 2 mois, il y a une aide exceptionnelle qui est versée aux personnes les plus démunies. C'était qui s'appelle Auxílio Brasil, l'aide Brésil, qui a été augmentée de 40% pour les 2 mois précédant les élections. Outra medida de grande impacto foi a autorização para que um banco oficial do país, a Caixa Econômica Federal, fizesse empréstimos para essas famílias beneficiadas com o Auxílio Brasil. Com uma taxa de juros em torno de 3,4% ao mês, sim, né? Considerando que elas teriam como pagar esse empréstimo, né, a partir do Auxílio Brasil. Il y a eu parallèlement une mesure qui a été prise par la Banque d'État brésilienne, qui a été de faciliter l'attribution de prêts à des taux pour le Brésil extrêmement bas, 3 ou 4%, qui pouvaient être remplis ou pris grâce à l'augmentation de l'aide sociale du système Auxílio Brasil. Então, essas duas medidas beneficiaram 21 milhões de famílias. Ces différents moyens d'action qui ont été utilisés par le gouvernement ont touché plus de 21 millions de familles brésiliennes. Considerando que 40 milhões de eleitores. Considerando aí 3 pessoas por família, 2, 3 pessoas, você vê que é um impacto extraordinário. Donc, plus de 20 millions, et s'il y a 3 personnes qui peuvent voter par famille, on voit quel a été l'impact électoral de ces mesures financières. Bem, outra medida de grande impacto foi a liberação de um vale mensal de R$ 1.000 para motoristas de táxi e de caminhão. Ah, il y a eu également un geste
financier important, un bon, une aide exceptionnelle qui a été accordée au secteur des transports, que ce soit des camionneurs ou que ce soit des chauffeurs de taxi. Até dezembro também. Jusqu'au mois de décembre également. Et isso representa quantas pessoas? Com certeza, mais de 1 milhão de pessoas. Donc ça concernait là environ Direto e indiretamente. Né? directement ou indirectement 1 million de personnes supplémentaires. E outra medida também durante o período eleitoral foi a concessão de um vale, de um recurso financeiro para famílias pobres comprarem gás. Il y a eu également une aide particulière pour faciliter le paiement des factures de gaz aux familles les plus pauvres. Bem, e outra medida também de grande impacto foi essa mais grave ainda, porque foi depois do primeiro turno. Todo isso? Não, esta que eu vou falar agora, depois do il y a eu, primeiro turno, entre les deux tours, il y a eu également un coup de pouce supplémentaire. que foi um programa que o governo lançou para 4 milhões de pessoas pagarem as suas dívidas com até 90% de desconto. Pagar as dívidas com desconto de 90%. Il y a eu également donc, une aide particulière pour les personnes endettées, représentant quantas pessoas? 4 milhões de pessoas. Et donc 4 millions de personnes ont été touchées par cette aide exceptionnelle aux personnes endettées entre les deux tours. E esse programa teria que ser concluído até dezembro. Et ce programme donc, se terminait lui aussi en décembre. Ce qui disait que todas estas medidas irão de novembro a A dezembro. dezembro, sim. Bon, toutes ces mesures, avant le premier tour ou entre les deux tours, avaient comme butoir final fin décembre. Esse mesmo programa de quitação de dívida foi aplicado para pessoas jurídicas, para empresas. E isso atenderia em torno de 400 empresas. Il y a eu également ce programme de l'entre-deux tours pour les personnes endettées a touché également, concerné également environ 400 entreprises qui avaient également des problèmes d'endettement. Bem, outra medida que teve um impacto enorme nas eleições, essa foi já antes do primeiro turno, foi a redução do preço dos combustíveis, da gasolina et du diesel. Une autre mesure importante qui va dans la même direction est le contrôle des prix des combustibles avant donc le premier tour, hasta dezembro Também, até dezembro. Et également, cette mesure devait prendre fin à la fin décembre. Porque a partir de janeiro vai ser outra política. Não se sabe ainda como será a política do presidente Lula para o preço dos combustíveis. No caso de vitória de Bolsonaro, também iria encerrar em dezembro. Sim, toutes ces mesures ont été prises jusqu'au changement jusqu'à la prise de fonction du nouveau président, quel qu'il soit, et donc ces mesures étaient provisoires. Houve também um movimento muito forte de setores da empresa, sobretudo do agronegócio, mas também de empresários ligados ao bolsonarismo, para pressionar, obrigar os seus funcionários a votarem no Bolsonaro. Alors, on a noté également pendant la même période électorale que les entreprises agro-exportatrices qui sont très importantes dans certaines régions du Brésil ont fait pression sur leurs salariés pour leur indiquer, leur indiquer le sens dans lequel ils devaient voter, c'est-à-dire pour le président sortant, Jair Bolsonaro. Só para ter uma ideia, houve registro de empresário pedindo para que os funcionários filmassem o voto, levassem o celular escondido para filmar o voto e confirmar que votaram no Bolsonaro.
Et ces pressions ont été très loin, puisque certains salariés étaient contraints de filmer leur vote pour montrer qu'ils avaient bien mis dans l'urne le bulletin Bolsonaro. Além disso, houve grande impacto de fake news nas redes sociais e também, como em 2018, como 2018, e agora muito mais forte, porque também essas fake news elas foram difundidas por vários pastores evangélicos, das igrejas evangélicas, também pressionando os fiéis à votarem no Bolsonaro. Donc il y a eu, comme en 2018, mais à une échelle beaucoup plus grande, si c'était possible, l'utilisation d'informations fausses diffusées sur les réseaux sociaux et diffusées également par le réseau des pasteurs pentecôtistes à l'occasion des offices hebdomadaires. Então, é possível que todas essas medidas, né, justifiquem essa redução da diferença de voto entre o Bolsonaro e o Lula no primeiro e no segundo turno. Donc tout ce que je viens de dire, tout ce que je viens d'expliquer sont des éléments qui peuvent permettre de comprendre comment s'est réduit l'écart entre les deux candidats, entre Jair Bolsonaro, qui a perdu finalement, et Lula. Bem, existem situações onde o Lula ganhou no primeiro turno e perdeu no segundo. Então, é possível que era possível. Sim, tiveram várias situações em que o Lula ganhou no primeiro turno, sim, e perdeu no segundo. On a constaté même que dans certains endroits où Lula avait gagné au premier tour, il a perdu au second. Você pode dar um exemplo? Sim, exemplo foi no estado do Amapá. Par exemple, dans l'état d'Amapá, alors pour ceux qui n'ont pas la géographie du Brésil dans la tête, l'état d'Amapá est l'état frontalier avec la Guyane française. Então, o Lula ganhou no primeiro turno. O Lula ganhou no primeiro turno com 45-43. Alors, au premier tour, Lula avait fait 45,6% et Bolsonaro 43,4%. E no segundo turno, o Bolsonaro ficou com 51,36% et Lula com 48%. Et donc le résultat a été inversé au deuxième tour. Là, c'est Bolsonaro qui arrive en tête avec 51,3% et Lula second, 48,6%. Então, isso, naturalmente, é fruto dessas pressões. Outra situação também... Ce résultat est le fruit de l'ensemble de ces différentes mesures de pression. Nós tivemos outro movimento que nós comentamos aqui na nossa última conversa, que foi em Minas, por exemplo. Em Minas, a diferença entre Lula e Bolsonaro caiu no segundo turno, né, porque o governador eleito de Minas, que no primeiro turno não declarou apoio ao Bolsonaro, uma vez eleito, passou a apoiar o Bolsonaro. Lula ganhou, mas com a diferença menor. Sim, Minas. Alors, il y a un autre cas qui est très intéressant, c'est celui de l'État de Minas Gerais, qui est intéressant parce qu'on dit que le candidat qui gagne à Minas Gerais gagne l'élection présidentielle. Et alors, au premier tour, Lula ganhou com 5% avait gagné a mais, avec 48,3%. À 43. 43 pour Jair Bolsonaro. Donc Lula était arrivé en tête dans cet état de Minas Gerais. E no segundo turno, 50,2 à 49,2. Et au second tour, Lula gagne, mais de très peu, 50,2 contre 49,8 à son adversaire. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le gouverneur élu dans cet état, au premier tour, n'avait pas pris position, donc il avait fait campagne pour lui, il n'avait pas pris position pour les présidentielles, et entre les deux tours, il a appelé à voter Jair Bolsonaro. Ça n'a pas suffi pour faire gagner Jair Bolsonaro dans cet État, mais il s'en est fallu de très très peu. O fato é que, no segundo turno,
né, foram 10.200.000 votos disputados. Il y avait donc sur la table disputé entre les deux candidats 10 200 000 voix. Desses 10.200.000 votos, o Lula ganhou pouco mais de 3 milhões. Quanto? Pouco mais de 3 milhões. Ah, sur ces 10 200 000, le Lula a gagné un petit peu plus de 3 millions. Ou seja, 30% 30%. desses votos foram para o Lula e 70% foram para o Bolsonaro. 70% sont allés du côté de Bolsonaro. A 1%, entonces podía Sim, podia reverter o revertir le resultado. résultat. Non? Ça s'est joué finalement à très peu de voix, ce résultat, pour les raisons que vous avez données. Isso. A razão que você- Todas aquelas questões que nós colocamos aqui que foram medidas, né, tomadas pelo presidente com apoio da Eso Câmara. quiere decir que la campaña en sí, una campaña normalmente en democracia es un debate, programa, Sí. programa, no tiene ninguna incidencia. Ce qui veut dire qu'une campagne au Brésil comme ailleurs, dans les pays démocratiques, normalement, c'est on raisonne son vote après avoir écouté le programme de l'un, le programme de l'autre. Ça veut dire que là, ça n'a pas joué. Veja que 2, 3 dias antes da eleição, do segundo turno, nós tivemos um apoiador do Bolsonaro, inclusive presidente do partido, do PTB, que apoia o Bolsonaro, que recebeu a Polícia Federal com tiro e bomba. Oui, E tivemos uma deputada eleita, uma das mais votadas, que saiu na rua armada perseguindo pour donner le contexte un peu de cette élection qui a été très loin des débats et des programmes, le président d'un parti allié de Jair Bolsonaro a été convoqué par la police qu'il a reçu avec des pistolets, à coups de pistolet et de grenades. Il a blessé 2 policiers et quelques temps après, donc avant le vote, une députée pro-bolsonariste a sorti son pistolet pour poursuivre une personne noire dans la rue. Donc ça donne un peu le contexte, le climat de cette élection qui a été très loin d'un échange d'arguments. E isso não tirou voto do Bolsonaro. Et en dépit de ces 2 violences commises par des responsables politiques, cela n'a eu aucune incidence sur le résultat final. Em uma eleição normal, isso seria suficiente para... Democraticamente normal, seria suficiente para Pourtant, on peut penser destruir a candidatura. Dans un pays démocratique, dans un contexte d'élection, ces actions violentes auraient dû être rejetées par beaucoup d'électeurs. Ça n'a pas été le cas. Et pourquoi? Porque não houve nenhuma incidência. A minha conclusão qual é? É que essas eleições, vou repetir o que eu falei aqui na nossa outra conversa, ela mostrou que para o eleitor brasileiro, né, os valores morais são tão ou mais importantes do que o bem-estar socioeconômico. Então foi uma agenda de costumes. Para esse coletivo que apoia o Bolsonaro, não interessa a economia, não interessa a violência, não interessa. Para eles interessa o que o presidente diz, que não é o que ele faz. O que ele diz é defender a família, é defender valores morais, e isso está no subconsciente das pessoas como uma verdade. Ou seja, criou-se um mundo paralelo, uma realidade paralela. Problema de crença? Sim. Nada que se fale, que se prove, que se mostre, que aconteça, faz mudar a cabeça de Donc la partie de l'électorat qui soutient Jair Bolsonaro ne se prononce pas en fonction de propositions concernant l'inflation, le niveau de vie, le fonctionnement des entreprises, la croissance ou la décroissance. C'est un problème de valeur, de défendre en dépit de tout le président, Jair Bolsonaro, de croire en ce qu'il dit, la défense de la famille. Donc on est vraiment très loin d'une élection qui serait fondée sur un échange d'arguments. Vamos a deixar esta temática que es muy rica, para ver qué puede pasar
com um resultado tão difícil, uma vitória tão difícil do presidente Lula, como vai poder governar a partir de janeiro de 2023. Mas, Donc la question maintenant, on va essayer très brièvement quand même de poser le problème du 2023, donc du mandat du président Lula, avec un résultat aussi difficile, aussi compliqué, une victoire sur le fil. Comment va-t-il faire pour gouverner? Mas eu queria só, para encerrar essa questão, colocar um dado que é importante, que foi a evolução da votação do PT das eleições de 2018 para cá. Isso é importante por quê? Porque nós vamos perceber que o Lula teve, no segundo turno, 13.300.000 votos a mais do que o Haddad teve no segundo turno em 2018. Je voudrais quand même apporter un élément supplémentaire avant de passer, de répondre à la question. Lula a obtenu 13 millions de voix de plus que le nombre de voix obtenues par le candidat du PT en 2018, Fernando Haddad. Isso dá 28% a mais. Donc 28% de voix en plus. E Bolsonaro teve apenas 408.000 votos a mais. Bolsonaro a eu un petit peu plus, mais très peu, 400.000 voix de plus. Em torno de 7%. 7%. Então, isso significa que houve um avanço significativo do PT e que a força do Lula foi fundamental para essa vitória. Donc, além, naturalmente, da grande aliança que ele conseguiu fazer. Ce qui veut dire que le PT, et dans le cadre de cette grande alliance qui soutenait Lula, s'est renforcé entre 2018 et 2023. Bem, vamos agora para o futuro. Futuro. Nós temos hoje duas questões, no meu entendimento, à mon avis, como se diz en français, é que nós temos dois problemas, um problema político e um problema econômico. Pour le futur président, il y a deux problèmes, un problème économique et un problème politique. E não será possível resolver de imediato o problema econômico sem resolver o problema político. Alors, la difficulté, c'est que pour résoudre le problème économique, il faut d'abord résoudre le problème politique. Nós teremos em fevereiro de 2023 eleições para a presidência da Câmara e do Senado. En février, donc, il va y avoir une élection importante au Parlement, à la fois pour désigner le nouveau président du Sénat et le nouveau président de l'Assemblée législative. E qualquer medida econômica que precisa ser aprovada agora para vigorar em 2023 passará necessariamente por algum compromisso com essas eleições. Et donc, toutes les mesures économiques et sociales, et sociales que souhaiterait prendre le président et son gouvernement passent d'abord par une négociation, ce qui suppose donc une négociation aussi pour la réélection des présidents des deux chambres. Uma vez que os atuais presidentes, tanto da Câmara quanto do Senado, já se posicionaram como candidatos à reeleição. Alors, les sortants sont candidats à leur succession. São duas lideranças importantes do parlamento, conseguem naturalmente dar vazão às demandas que o presidente Lula precisa agora, sobretudo de alteração no orçamento. Alors, ce sont des élections importantes parce que Lula va nécessiter de leur appui pour négocier notamment un amendement à la Constitution lui permettant de abonder les politiques sociales. Então, existe uma necessidade urgente, já identificada pela equipe de transição, de um aporte de em torno de 200 bilhões de reais
no orçamento de 2023. Et donc, l'équipe de transition, donc entre les deux présidences, l'équipe de transition de Lula, a déjà chiffré les besoins financiers correspondant aux premières mesures sociales que souhaite adopter le gouvernement. Donc, elle suppose 200 bilhões. 200 milliards de reais, abondant le budget qui a déjà été voté pour 2023. Esse recurso, ele destina-se a manter o Auxílio Brasil, que vai se chamar Bolsa Família. Manter o aumento de 40% Sim. de novembro a dezembro. Manter durante todo o ano de 2023, né? Retomar alguns investimentos, sobretudo para a construção de residências populares, de casas populares, né? E atender demandas orçamentárias da área de educação e de saúde. Donc il y a trois secteurs que le gouvernement souhaite abonder ou maintenir. Donc maintenir, c'est la mesure sociale exceptionnelle qui a été prise pendant la campagne électorale par le président précédent, donc l'Auxílio Brasil, qui a été augmenté de 40% en octobre-novembre. Donc il s'agirait de maintenir cette aide à ce niveau-là pendant toute l'année 2023. Deuxième point sur lequel le gouvernement veut agir, c'est sur le logement social. Et troisième point, sur le secteur santé-éducation. Exato. Então, todas essas medidas, elas deverão passar pelo Congresso, e ainda este ano, se possível, porque a partir de janeiro, esses compromissos precisam ser cumpridos. Você não pode deixar em dezembro, novembro e dezembro, para que em janeiro já esteja. Bon, alors si on veut, c'est-à-dire le gouvernement de Lula, le futur gouvernement souhaite que ces mesures soient appliquées dès le mois de janvier, il faut qu'elles soient votées tout de suite, fin novembre, au mois de décembre, avant la clôture des travaux pour les fêtes de fin d'année. Il y a donc une certaine urgence. O que observa-se através do trabalho do grupo de transição é que há uma manifestação favorável do Congresso à aprovação dessas medidas. Le constat que l'on peut faire au lendemain des élections, c'est que finalement, au sein du Parlement, et notamment du Congrès, ces mesures pourraient passer sans problème. A questão fundamental é que não há espaço no orçamento para 200 bi destinado a essas ações. Não há espaço, não tem de onde tirar. Agora, sim, é que modificar. Há que mudar a legislação e trazer, possivelmente, esses 200 bilhões acima do teto do gasto. Alors, il faut préciser pour ceux qui nous écoutent, c'est que quand Michel Temer a été président par intérim, il avait fait voter un amendement à la Constitution précisant que le budget de l'État devait être bloqué pendant 20 ans, en tenant compte évidemment de l'inflation, à son niveau de 2016. Donc le budget qui a été voté en 2023, tel qu'il est, ne peut pas aller au-delà de ce qui a été adopté. Et donc les mesures que souhaite mettre en application le gouvernement Lula supposent au préalable de modifier cet amendement constitutionnel pour passer au-delà des limites qui sont permises pour les dépenses budgétaires par la Constitution depuis 2017. Outra medida seria retirar alguns recursos destinados aos programas sociais deste limite do gasto, que esses recursos não comptabilisem. Non, il y aurait une astuce législative qui consisterait à retirer un certain nombre de ces mesures, considérant qu'elles sont sociales et donc d'urgence, de les retirer de cette obligation de respecter un certain niveau de dépenses budgétaires. Então, esse é o grande desafio do presidente Lula nesse momento, e, naturalmente,
o outro desafio que é político é garantir uma maioria na Câmara e no Senado para poder aprovar as medidas que serão necessárias para o novo governo. La réforme constitutionnelle. Sim. C'est le problème, le problème central qui mobilise Lula et son équipe actuellement. Le deuxième problème, mais qui est lié à celui-là, est d'obtenir du Parlement les feux verts nécessaires pour que le Parlement vote ces mesures et pour qu'il vote aussi un amendement constitutionnel permettant de passer outre au plafond imposé par, à l'époque de Michel Temer, en 2017. Então, para conseguir a governabilidade, o presidente Lula terá que atrair outros partidos, outras lideranças que não estavam com ele durante a campanha. Ce qui veut dire qu'il s'agit pour le président Lula d'aller au-delà du PT, au-delà de la gauche, au-delà de tous ceux qui l'ont appuyé avant le premier et le deuxième tour, donc de trouver des appuis dans des partis qui n'ont pas soutenu sa candidature ni avant le premier tour, ni avant le second. No Brasil, existe grupo dentro da Câmara de Deputados que convencionou se chamar de Centrão. Alors, il faut rappeler qu'au Brésil, il y a traditionnellement un espace entre droite et gauche qu'on appelle le Centrão, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on entend par le centre en France. Donc, c'est une espèce de marais. Ce sont les députés qui sont au milieu. E esses deputados, normalmente, eles conseguem negociar com o governo, independente de matiz ideológico, tanto de esquerda quanto de direita, em troca de cargos, né, e de emendas, recursos para destinar às suas bases. Então, isso... Bon, traditionnellement, au Brésil, ça n'a rien de nouveau aujourd'hui. Les députés qui sont dans ce marais, dans cet espace, vendent ou louent ou négocient leur soutien à quelques présidents, quelques gouvernements que ce soit, en échange de prébendes, de charges, dans des responsabilités diverses. Et à partir de ce moment-là, s'ils considèrent qu'ils sont satisfaits, donc ils votent en faveur d'un gouvernement ou d'un autre, quelle que soit l'idéologie de ce gouvernement ou de ce président. Isso. Então, qual é o quadro hoje? A coligação do presidente Lula conseguiu eleger 121 deputados. 121. Ah. Bon, il faut rappeler que la Chambre des députés au Brésil est composée de 513 députés. Les députés élus qui soutiennent Lula, de la coalition, sont au nombre de 120. Donc 120 sur 513. E poderá chegar a 223 se o Lula conseguir compor com o MDB, com o PDT, do Ciro Gomes, e com o PSD. São três partidos que... Il y a trois autres partis qui pourraient se joindre à ces 120 députés, et avec le rapport, donc la majorité gouvernementale ou présidentielle pourrait arriver, donc passer de 120 à 223. Donc dans ces 223, il y aurait les députés des deux candidats arrivés en troisième et quatrième position au deuxième tour, le PDT et le MDB e o PSD. Et le PSD. Bem, com isso, se o Lula conseguir esses 223, então, tranquilamente, ele vai ter maioria, porque vários deputados do Centrão irão compor a base do governo, e ainda existem partidos que não se definiram ainda. E um grande partido é a União Brasil. União Brasil, o presidente do partido já declarou que não fará oposição ao governo Lula.
À partir du moment où Lula arrive à composer ce bloc de 223, ce bloc en lui-même va peser dans la vie parlementaire, et donc un certain nombre d'autres députés appartenant à des formations de circonstances de cet espace de centre, comme le parti União, pourraient se joindre. Le président de ce parti União, même s'il n'est pas luliste, a dit qu'il ne s'opposerait pas. Il ne serait pas E o União Brasil elegeu a terceira maior bancada. Et il faut noter que ce groupe União Brasil est composé c'est le troisième groupe parlementaire de la Chambre des députés. São 59 deputados. 59 députés. Então, se houver essa composição, então o presidente já passa a ter maioria. Donc, dans cette configuration, le président Lula aurait la majorité au Parlement. E ainda tem o PSDB, que é partido que já foi muito forte no Brasil, mas nessas eleições perdeu bastante, só elegeu 18 deputados, mas é partido também que poderá compor com o governo. Alors, le PSDB, qui est un parti de centre-droit traditionnel au Brésil, dont un certain nombre de ses dirigeants, notamment Fernando Henrique Cardoso, ont appelé à voter Lula au deuxième tour. Donc, ces députés, bien qu'il ait perdu beaucoup d'élus par rapport à la législature précédente, le PSDB pourrait également se joindre à cet espace majoritaire. A grande incógnita é o partido do presidente. O PL, que elegeu 99 deputados, Bolsonaro, que foi o que elegeu mais 99 deputados, resta saber se todos eles farão oposição ao presidente Lula ou se alguns desses deputados virão para a base do governo. Alors, reste ce qui est assez inattendu, dans les 99 députés du parti du président sortant, le PL, le Parti libéral, il se pourrait qu'un certain nombre d'entre eux abandonnent ce groupe ou tout en y restant, se joignent à la majorité. Então, essa é a grande dúvida no momento. Embora alguns... Isso, como você dizia, depende en parte de quién va a ser presidente du Congreso ou presidente du Sénat. Et alors, dans la négociation, un élément fondamental dans la négociation du périmètre majoritaire se trouve un double problème. Qui va être président du Congrès des députés, de la Chambre des députés? Qui va être président du Sénat, puisque les sortants sont candidats à leur réélection? O partido republicanos, que faz parte do núcleo duro do Centrão e que agrega grande parte da bancada evangélica, também já vem manifestando apoio àquelas pautas que sejam de interesse econômico e social, e que eles não vão fazer oposição nestas pautas ao presidente Lula. Alors, il y a également un parti très particulier, le Parti républicain, qui est celui dans lequel se retrouvent la plupart des députés évangélistes. Ce groupe-là devrait appuyer les mesures à caractère économique et social. Embora na pauta eventualmente voltada mais para costumes, eles são extremamente radicais. En tout ce qui concerne les aspects sociétaux, culture, ils resteront fermement opposés. Mais ce qui est social et économique, ils pourraient l'appuyer. Sim. Já há declaração, inclusive, de líderes, de pastores, né? Il y a un certain nombre de pasteurs qui ont fait des déclarations dans ce sens. Bem, então... Le pasteur deputado. Sim. Le pasteur député. Deputado eleito. Então, acredito que a governabilidade, que era a grande dúvida, ela poderá ser garantida durante esses acordos que deverão ser feitos até o final do ano,
entre a equipe do presidente Lula e as lideranças do Congresso e do Senado. Donc, Da Câmara e do Senado. la gouvernabilité sur ces bases est un objectif que le président et son équipe peuvent atteindre avant la fin de l'année. E já há manifestações da equipe do presidente Lula que não há interesse, pelo menos do Partido dos Trabalhadores, em lançar candidatos à presidência do Senado e nem à presidência da Donc, Câmara. on a assisté déjà à des positionnements stratégiques, de stratégie parlementaire. Le PT a fait savoir qu'il ne présenterait pas de candidat à la présidence ni de la Chambre des députés ni du Sénat. Então, esse é o trabalho que precisa ser feito agora, até o final do ano, para atender a pauta econômica emergencial e a pauta política, para que, a partir de 1º de janeiro, o presidente Lula possa já ir aprovando as medidas necessárias para atender o programa que foi apresentado. Donc, c'est la priorité des priorités pour le président Lula et son équipe, donc de fabriquer une majorité de telle sorte que les mesures économiques et sociales dont on a parlé tout à l'heure puissent s'appliquer dès le 1er janvier. Bem, então, há uma expectativa muito grande em torno dos nomes que comporão a equipe. Inclusive, há uma pressão grande do mercado para que o presidente Lula indique já o nome do ministro da Economia, o ministro da Fazenda, porque os ministérios vão mudar de nome agora, ainda não sei exatamente como vai ficar, mas a grande dúvida hoje está exatamente no rumo da política econômica a partir de janeiro, porque ainda não está definido o nome do ministro e, portanto, ainda há uma dúvida. Quel va être le sens et l'orientation de la politique économique? Pour l'instant, ce n'est pas très clair. Les milieux économiques font des pressions répétées pour connaître le nom du prochain ministre de l'économie. Le président n'a pas décidé pour l'instant et donc il faudra attendre la liste, la composition du gouvernement au mois de janvier pour savoir quelle va être l'orientation exacte de l'équipe présidentielle pour les prochaines années. O fato é que existe cenário econômico hoje, nacional e internacional, muito pouco favorável a grandes réalisações em 2023. Alors, ce qu'il faut, le contexte, c'est le scénario dans lequel se retrouvent Lula et son équipe, c'est celui d'un scénario national et international qui ne permet pas de faire de grandes réformes économiques. Nós temos Isso quer dizer que não há que esperar governo da esquerda. Sim, lógico, é a conclusão que eu queria chegar. Non, la question est ce qui veut dire qu'on ne peut pas s'attendre à ce que le prochain gouvernement de Lula pratique une politique économique de gauche. Oswald répond oui, effectivement, il n'y aura pas de politique de gauche économique à attendre du prochain gouvernement Lula. A expectativa para o crescimento do PIB no Brasil este ano é algo entre 2,5% e 2,8%. En 2022. Sim, este ano. Donc, pour cette année, dans les perspectives de croissance sont plus ou moins au-dessus de 2,5%. Mas, em função de toda a crise que o mundo passa hoje, especialmente a Europa, com a crise energética, com a inflação nos países desenvolvidos e, sobretudo, a desaceleração da economia chinesa, que é o principal parceiro comercial do Brasil, a expectativa é que em 2023 o PIB cresça em torno de 1%. Et les perspectives pour 2023, c'est 1%, pour une raison très simple, donc en raison du contexte international, la guerre, donc l'inflation est très élevée, il y a une crise en Europe et il y a également une désaccélération de l'économie chinoise, qui est le principal partenaire comercial du Brésil. Então, o que se espera é que o ano de 2023 seja o ano de se aprovar
medidas importantes, de se definir, né, um modelo possível de crescimento econômico e de parcerias internacionais para que a retomada do crescimento se dê efetivamente a partir de Donc 2024. l'année 2023 sera une année moyenne de transition. Sim. Une année de transition. Donc il y aura quelques grandes mesures sociales, donc on en a déjà parlé. Et il y aura la recherche de nouveaux partenariats, consolidation de partenariats existants, en vue d'essayer de construire un nouveau modèle de croissance pour les années suivantes. Porque se nós olharmos para a situação do Brasil hoje, nós vamos perceber uma redução drástica no financiamento da educação, uma redução drástica no financiamento da saúde, redução de investimentos relativa ao que o presidente Bolsonaro começou. A herança Considerando do início do mandato do presidente Bolsonaro para hoje, nós temos uma redução violenta em todos os investimentos que têm ganho social importante. Alors, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que l'héritage laissé par Bolsonaro pour tous les secteurs de services publics et services qui ont une incidence sociale sont très négatives, avec des réductions brutales en matière d'éducation. Hoje, na educação, só para dar um exemplo, os recursos das universidades federais brasileiras hoje, elas estão em torno de 60% do que eram quando o presidente Bolsonaro começou o mandato. Ou seja, houve uma queda de 40%. Menos depois. Sim. Menos de 40% nos recursos das universidades federais. Elas estão em crise. Oui, les universités fédérales sont par exemple en crise avec une perte de 40% de leur budget. E o mesmo em sector saúde. Na saúde, nem tanto por conta da Covid, que houve recursos extraordinários, mas a situação é igualmente crítica. Só para se ter uma ideia, foi aprovado no Congresso um piso salarial para os enfermeiros, de todo o Brasil, mas não há dinheiro para pagar. Pour donner un exemple, bon, le budget de la santé a moins décroché que les autres à cause de la crise du Covid qui a supposé des aides d'urgence. Mais, par exemple, le Parlement a voté salaire moyen plancher pour les infirmiers que l'État était dans l'incapacité de payer, alors que le Congrès a voté l'autorisation d'ouvrir des crédits. As farmácias populares, que são as farmácias que distribuem medicamentos para as pessoas pobres, estão com os estoques praticamente zerados. Les pharmacies populaires, qui sont des pharmacies qui donnent des médicaments aux personnes à revenus très bas, très faibles, les personnes les plus pauvres, pour la plupart, sont fermées, faute de médicaments. Os recursos destinados à merenda escolar, a alimentação dos estudantes nas escolas, praticamente ainda existe. Então, as crianças se alimentam de pão e biscoito. Bon, les repas scolaires sont réduits à leur plus simple expression. C'est avec du pain, très peu, des biscottes, des biscuits, peu de choses. Então, o investimento público no Brasil hoje praticamente não existe. Então, esse desafio não é um desafio para ser resolvido em 2023. Et donc, ce sont des défis qui ne pourront pas être résolus en une seule année, dans l'année 2023. Nesse momento, a equipe de transição está identificando os problemas urgentes, os problemas críticos, os mais importantes, para poder resolver de imediato e, a partir do próximo ano, ir trabalhando como resolver as demais demandas. Et donc, dans l'immédiat, ce seront des mesures d'urgence sociale qui vont être prises et ensuite on verra en 2023 comment on peut commencer à répondre aux grands déficits en matière d'investissement public ayant des incidences sociales. E outra questão importante é que
é preciso que os segmentos mais à esquerda compreendam que, neste momento, é impossível atender às demandas que estão reprimidas. Possible. Atender porque não tem recurso. Non, le problème que doivent comprendre les électeurs de gauche, c'est qu'en ce moment, dans les caisses de l'État, il n'y a pas grand-chose, et donc il n'y a aucun moyen de répondre aux grands déficits sociaux dont nous venons de parler. Outro desafio que nós não falamos aqui, mas que está nesse montante dos 200 bilhões de reais, é um aumento real no salário mínimo brasileiro. Alors, il y a un autre défi, que faire avec le salaire minimum? Il faut augmenter le salaire minimum. Ainda não está definido quanto vai ser, mas é uma determinação do presidente Lula encontrar uma solução para que em 2023 já seja concedido um aumento real no salário mínimo, que não tem desde o início do governo Bolsonaro. Le président Lula est décidé à obtenir une augmentation du salaire minimum. On ne sait pas de combien, c'est encore à définir, mais il y aura en 2023 une augmentation du salaire minimum. Isso depende das empresas também. Isso vai... Sim, porque o salário mínimo ele é pago não só pelo setor público, ele é pago pelo setor privado também. E há de considerar que uma grande quantidade de pessoas no país recebe salário mínimo. Et il y a une grande quantité de personnes qui sont au salaire minimum, soit dans le secteur public, soit dans le secteur privé. E que opina il settore privato di un aumento do salário mínimo? É o setor privado que paga. Sim, pero estão de acordo de aumentar o salário mínimo? Bem, o setor privado nunca está de acordo com o aumento do salário mínimo acima da inflação. Non. La question posée, le secteur privé donc, qui est concerné par une augmentation du salaire minimum, la question posée était quelle est leur attitude, quelle est leur réaction? Premier élément de réponse, quel que soit le contexte, le secteur privé est toujours contre de payer un salaire minimum au-dessus de l'inflation. Bem, eu acredito, isso é uma pergunta difícil, porque existe uma grande quantidade de pessoas no setor privado que aceita o aumento no salário mínimo. Empresário, sim. Cela dit, il y a une partie importante du secteur privé qui considère qu'il faut accepter cette mesure. E outra questiona, mas é obrigado a cumprir porque é uma lei. Et l'autre, ceux qui sont les plus réticents seront obligés de suivre le mouvement parce qu'il y aura une loi. A questão é a seguinte: como isso tem que ser administrado para que não se repasse exageradamente para o custo das empresas, de modo a gerar aumento nos produtos e nos serviços. Para gerar a inflação. E no fim... Non, le problème sera d'avoir un contrôle du mécanisme afin que les entreprises ne répercutent pas cette augmentation du salaire minimum sur les produits qu'ils fabriquent, ce qui générerait une inflation qui mangerait l'augmentation du salaire minimum accordé aux employés, aux ouvriers. Mas se nós analisarmos o que aconteceu durante os governos do presidente Lula e da presidente Dilma, houve aumento salarial, houve aumento real de salário mínimo todos os anos, e isso não causou impacto significativo na économia, do ponto de vista de inflação. On a l'expérience d'augmentation du salaire minimum sous les présidences Lula et Dilma Rousseff, et on avait réussi à contrôler ce phénomène. Então, não houve prejuízo para a política econômica de uma forma geral, pelo contrário. Houve um aumento do consumo interno, houve uma melhora na qualidade de vida das pessoas, e o mercado interno cresceu. Tanto é que o Brasil chegou aí a crescer. L'objectif recherché, c'est un objectif de
vertueux, disons. D'une part, ça améliore les conditions de vie des personnes qui bénéficient de cette augmentation de salaire, et d'autre part, ça alimente la consommation et donc la croissance de l'économie du pays. Bon, vamos a parar. Sim. Un comentario último, si fazemos outra entrevista dentro de um ano, que se poderia dizer. Podemos fazer Donc, uma avaliação. on va arrêter la conversation aujourd'hui pour la reprendre. Si on la reprend d'ici un an, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce qui va se passer donc en 2023? Che si può dire sobre un futuro sin tener una visión extraordinaria das coisas que se pode prever para 2023 para o Brasil. En december prochain, en décembre prochain, nous allons lá. Bom, você é otimista então, para 2023? Não, o quadro é aquele que eu coloquei, né, de crescimento, acredito, pelo que eu tenho acompanhado, concordo, não sou economista, mas concordo com a leitura, de que vai ser um crescimento pequeno, em torno de 1%. Não, eu estou falando do contexto político também. O contexto político ele é imprevisível sempre, mas há uma perspectiva de que não tenhamos maiores dificuldades nesse non, le contexte économique, on en a parlé, donc, mais le contexte prévisible politique, prévisible par définition, est assez nébuleux. On ne peut pas prévoir exactement ce qui va se passer. Mas eu estou otimista. Não pensa que Bolsonaro e seus amigos... Não acredito que Bolsonaro e os bolsonaristas tenham condições de criar obstáculos, né, do ponto de vista político, para inviabilizar o programa de governo. Cela dit, je suis persuadé que Bolsonaro et ses amis ne sont pas en condition de pouvoir torpiller l'action du gouvernement Lula dans l'année 2023. Porque hoje ele está isolado. Il est totalement isolé aujourd'hui. Ele não tem nenhum apoio forte em torno dele, então não há nada que aponte para... Donc, il n'a pas d'appui solide, et donc es un elemento que dá optimismo, entonces finalmente, que dá un espacio de actuación ao governo para fazer esta política social e econômica em um contexto internacional e nacional bem complicado. Difícil. Agora, outra coisa que nós podemos discutir depois é a questão da extrema-direita, que é um fenômeno mundial, e este sim acho que chegou no Brasil e chegou para ficar. Alors, il y aurait quand même un élément de préoccupation, mais il faudra en parler une autre fois, ça mériterait un échange plus approfondi, c'est celui de la montée en puissance au Brésil, comme dans le reste du monde, de l'extrême droite. Bom, agradeço a presença, os argumentos, os elementos de informação, e nós veremos em outro momento para seguir este intercâmbio relativo ao Brasil. Com certeza, e assim vamos escrevendo. Je remercie notre ami d'être venu et d'avoir accepté de débattre sur la situation au Brésil, et je lui donne rendez-vous pour une autre occasion, parce qu'il y aura certainement d'autres opportunités qui nécessiteront des échanges concernant la situation politique et économique du Brésil. Merci. Merci beaucoup. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.